de Plume, un podcast qui fait résonner les voix originales et créatives des auteurs d'aujourd'hui. Auteurs de romans en tout genre, de nouvelles, de chroniques, poètes et pourquoi pas dramaturges, tous ont une plume et une voix unique. Ils vous parleront des idées, des émotions et des images qui guident leur plume, mais aussi de leur parcours sur les chemins sinueux de l'écriture et de l'édition. Voix de Plume, c'est 1 heure d'interview, une parole libre et quelques lectures d'extraits pour une immersion immédiate dans l'univers littéraire de l'auteur, la voie la plus directe pour saisir l'essence d'une plume. Bienvenue dans ce 3e épisode de Voix de Plume. C'est un épisode un peu particulier parce que j'accueille aujourd'hui Rémi Carnauche, un auteur prolixe qui passe d'une forme littéraire à l'autre depuis déjà un certain nombre d'années. Romans, poésie, chansons, les mots de Rémi Carnauche investissent tous les genres littéraires. Aujourd'hui, il va nous parler plus particulièrement de 2 ouvrages. Derrière la vitre, Rien ne passe, un recueil de nouvelles publié en 2023 chez PHB Éditions, et La palpite, un poème narratif édité la même année, si je ne me trompe pas, par les éditions de la Fabrique de la Nuit. Bonjour Rémi. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce tout nouveau podcast. Avant de commencer, je tiens à préciser pour les auditeurs que pour Rémi et moi, il s'agit pas d'une rencontre, mais plutôt de retrouvailles. Je suis pas hyper douée avec les dates, mais ça se passait il y a déjà plus de 15 ans, presque 20 en réalité. Et oui, et je présentais à l'époque une chronique littéraire sur Radio Occitanie, qui offrait généreusement 2 heures d'antenne libre par semaine à toute l'équipe de l'émission Backroom Radio, que je salue au passage. Et j'avais présenté une chronique sur toi, Rémi, et ce que les auditeurs de Voix de Plume doivent savoir, c'est que c'est justement en retrouvant et en réécoutant cette chronique un peu par hasard que l'idée du podcast Voix de Plume est née. Et du coup, en préparant cette interview, je me suis dit que quelque part, ça faisait un peu de toi le parrain de Voix de Plume. Flatté. Bon. Eh bien, tant mieux si tu es flatté. Moi, ça me fait très plaisir de te retrouver aujourd'hui. Pour commencer cette interview, je voudrais qu'on retrace ensemble les grandes lignes de ton parcours d'auteur. Est-ce que tu peux nous parler du moment où tu as commencé à écrire et puis nous raconter comment ça t'a mené à ta première publication? Oui, c'est parti par des sensations. Des sensations sous le ciel, sur la plage, dans une espèce de fugue. Et là, il y a eu une forme d'évidence et la poésie m'a pris. J'ai eu envie d'écrire et de rendre compte de cela. T'étais jeune encore à l'époque. J'étais adolescent jeune, encore. Ouais, j'étais jeune et assez perdu, et ça m'a aidé à fixer la réalité, quoi. Et puis j'ai connu un ami que je connais encore, Christian Dupont, et chez lui j'ai lu énormément de science-fiction américaine, Van Vogt, Philippe K. Dick et plein d'autres, Surgeon, je ne sais pas. Et j'ai relié la science-fiction à la poésie, que pour moi tout vient de la poésie en réalité. Donc ce sont des images que je décline depuis. D'accord. C'est ça que je fais en chanson, en nouvelle, et plus difficile en roman. Voilà. Alors il y a eu une première publication de nouvelles. Ça se passait en 1980. Ça date un petit peu. Voilà, aussi, je vais redire là. Et tu peux nous raconter peut-être ça, parce que je crois que ça a été une étape assez décisive dans ton parcours d'auteur. Oui, je lisais Charlie, mensuel, et je lisais aussi Jean-Pierre Andrevon, qui écrivait pour Charlie. À Charlie. Et j'ai écrit à Charlie
et miracle, il m'a répondu. Et il a aimé beaucoup des textes qui presque se retrouvent dans La Palpite, D'accord, d'ailleurs. Presque. intéressant. Quand même pas en exagérant rien, mais et puis on a beaucoup correspondu. C'est un grand auteur de science-fiction et évidemment ça m'a rassuré qu'il croit en moi. Et il y a eu des mini-mélos éditoriaux sur lesquels je passe et finalement il voulait m'éditer dans les meilleurs comptes édités chez Charlie, alors que je n'avais rien édité chez Charlie. Et puis finalement, il m'a édité dans une anthologie du fantastique français chez De Noël. Super. Donc De Noël, je croyais que c'était parti. Hein, et voilà. Et curieusement, j'ai pas vraiment copiné avec Jean-Pierre Andrevon, mais enfin, je lui voue une grande reconnaissance. Oui, parce que Voilà. ça t'a lancé quelque part. Il me semble même que tu m'as dit que c'est lui qui t'a présenté ton premier éditeur après. Je me trompe? Oui, Oui. c'est ça. Ouais. Henri Delem à HEO, ouais. Oui, Ouais, donc une oui. rencontre déterminante. Il était qui. Oui, il est d'ailleurs Henri Delem l'éditait, il édite encore, je crois, Jean-Pierre Andrevon, qui est toujours vivant, hein, très vieux, mais vivant. Ah, c'est pas si vieux, Ouais. 1980, ça va. Non, je parle pas de, je Oui, parle oui, de oui. mon frère. Non, J'espère non, qu'il m'en parce voudra que pas, hein. pour nous, c'est des dates qui semblent normales, mais c'est vrai qu'il y a il y a des tas de Ouais. gens qui sont prêts. Il chante en plus, Ah même oui, Jean-Pierre. d'accord. Andrevon, il chante même. Ok. Ouais. Du coup, t'as publié ton premier roman quelque temps. Oui. Je peux dire un truc. Il était très aidé. Enfin, il était très en équipe avec Bruno Mhm. Pochevski, j'espère que je dis bien, qui était un écrivain de science-fiction qui vient de mourir et qui était un type vraiment bien, quoi. D'accord. Voilà. Ça me fait plaisir de dire Petit son nom. hommage au Voilà. passage Ouais, Bruno à cet Pochevski. auteur. Je suis pas sûr que ça se prononce comme ça, hein. Donc, première publication avec cette nouvelle Le Pourvoyeur. Et il se passe quand même un petit gap de 13 années avant la publication de ton premier roman qui s'appelle Le Fort Intérieur. T'as quelques Ouais. mots à nous dire sur ce premier roman? C'est un roman qui se passait au Moyen-Âge. C'est un roman à double face. Il y avait un historien amateur qui vivait mal sa vie et puis qui se projetait dans la vie imaginaire du roi Clariol Ier. Là, il était flamboyant et tout. Le thème de la double identité, en fait, qui est déjà présent dans ce Ouais, premier tout le roman. temps, ouais, finalement tout le Oui, temps. Ouais, il me semble aussi. ouais. Il y a une anecdote rigolote avec ce premier roman aussi, avec une fausse citation. Ah oui, parce que j'ai eu la chance de passer en direct à France Culture et j'ai complètement berné Olivier Germain Thomas qui croyait vraiment que c'était des vraies citations de Jacques Le Goff, tout ça, donc ça m'a fait plaisir. Enfin, je lui ai dit, hein, bon, C'était satisfaisant. voilà. Oui, j'ai mis des notes de faux lettré que je ne suis absolument pas en bas de page et il y a que Génial. quoi. Ouais, c'est Euh, rigolo. Alors, au long de ton parcours d'auteur, t'as aussi beaucoup collaboré avec des compositeurs et des interprètes pour qui et ouais. avec qui tu as écrit des chansons ou même des interprètes qui ont simplement dit ta poésie. Et c'est quelque chose qui est pas du tout anecdotique, hein. C'est au contraire, c'est un fil conducteur dans ton parcours d'auteur. T'as Ouais. beaucoup écrit. Qu'est-ce que la chanson représente pour toi par rapport à la forme poétique justement? Mais la chanson, c'est l'espoir en fait que l'art déborde dans la vie parce que enfin et puis il y a Patrick Cox mais c'est différent parce que lui c'est un copain encore maintenant beaucoup. On est fondé à les accompagner dans leurs histoires. Il y a les tournées, il y a les concerts, il y a le partage, et puis s'entendre chanter par quelqu'un, c'est formidable quand même. Il y a eu Paul Persson qui est, je sais pas si tu connais Bien sûr, le t'as écrit une bluesman. biographie de Paul Persson d'ailleurs. Ah, surtout, essentiellement, oui, Christian Dupont l'a D'accord, écrite, ok. hein, moi aussi, mais enfin moi j'ai fait l'enquête en fait, je l'ai interviewé Ah, beaucoup, tout ça. d'accord, Euh, oui, j'ai écrit quelques pages, mais c'est lui qui l'a écrite. d'accord. Euh,
Parce que la première est pure, plaisait pas à l'artiste. Mais par contre, c'était il y a longtemps, donc encore plus longtemps, et ils s'appelaient pas Paul Personne, et on était dans un château, et c'était la misère, et c'était les concerts dans les MJC, et c'était là a débordé pendant quelques mois dans la vie, c'était bien, quoi. Super. Voilà, j'ai un peu connu en moindre, disons. Dans la constance, ça avec Cheikh Silla. Voilà. C'est intéressant. Après, la poésie, c'est de la musique, quelque part. Donc, pour moi, de la chanson à la poésie, il y a quand même une filiation. Et puis, j'ai remarqué... Il y a une technique dans la chanson obligatoire qu'il n'y a pas dans la poésie, D'accord, exactement. c'est-à-dire, Ouais. si tu veux préciser. Bah, Oui. le rythme. Ok, qui n'est pas obligatoire dans la poésie. Tu penses... En fait, si, mais c'est un rythme très qu'on peut pas vraiment définir, je crois. On peut ne pas être du tout rythmicien et être bon rythmicien quand même en poésie, je pense. Ce qui est mon cas. D'accord. Tu penses que Je veux dire, je suis pas bon. c'est plus codifié finalement une chanson qu'une poésie. C'est la forme Oui, poétique oui. est plus libre. Oui. D'accord. Oui. Ah oui. Et Voilà. d'ailleurs, il y a certains de tes textes qui ont pu faire l'objet de chansons et puis qui sont ensuite revenus sous forme de poésie dans d'autres publications. Il y a justement, par exemple, les textes qu'on peut lire aujourd'hui dans le poème narratif La Palpite dont on va parler. Ils ont déjà vécu de manière audio avant d'être publiés, puis peut-être aussi ils ont été remaniés, peut-être que dans leur forme, ils ont évolué au fur et à mesure. Est-ce que... Un petit peu. Ouais, un petit peu. J'ai l'impression que la forme, en fait, est mouvante dans ce que tu proposes. Tu passes d'une forme à l'autre et les textes peuvent aussi passer finalement d'un état à un autre. Oui, et puis sans aller trop loin là-dedans, la forme entraîne le fond, quoi, Oui, forcément. bien sûr, Donc, bien sûr que ça entraîne le fond. ouais, C'est très bien important. En parcourant tout ça, je te voyais un peu comme un expérimentateur des mots à travers toutes les formes, et je trouve que c'est très riche. Merci. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, la forme permet d'échapper au fond, quoi, parce que enfin, moi, je préférerais échapper au fond, en fait, voilà. Oui, Enfin, je sais oui. pas si c'est tout à fait vrai, mais il C'est y a un peu très de ça, quoi. intéressant ce que tu dis, et on va y revenir parce que effectivement, c'est peut-être une des choses qui caractérise ton écriture, la manière dont le fond échappe finalement par la forme. Et on va y revenir. On Ouais, va y ouais. revenir. Puis après, faut pas s'écraser dans le non-sens absolu, quoi. Et oui, Voilà. t'es sur Non. le fil. Et après, faut y revenir. En fait, c'est un voyage incessant entre les deux, quoi. Un Voilà. voyage sur le fil un peu entre les deux. Ouais. Je Ouais. propose qu'on écoute une de ces collaborations. Comme ça va mettre les auditeurs un peu dans l'ambiance. Le morceau s'appelle Jeter l'éponge. Il fait partie d'un album qui est intitulé Karnochenko. Est-ce que tu peux rapidement présenter aux auditeurs le concept de cet album? Mais au départ, j'ai demandé à Phil Baron, qui est un compositeur avec qui aussi j'ai beaucoup collaboré, qui écrit pour Zazie, etc. Et j'ai juste demandé, on a fait des tas de morceaux qu'on a bâclés, c'est pas un mot flatteur, donc un autre mot, mais on a écrit des dizaines de trucs avec des banques de données sonores, technoïdes, etc. Et à un moment, je lui ai demandé de mettre juste un bourdon sous un texte. Et puis on s'est pris au jeu. Et en plus, après, il y a des amis qui sont venus. Patrick Dreux dit l'essentiel des textes. Patrick Dreux, c'est un poète et un romancier. Et il le dit vraiment bien. Et puis, il y a eu Emmanuel Granger, il y a eu Patrick Cox, il y a Christian Cantos qui a fait la couverture. Et j'ai laissé ce disque dans un tiroir. C'est un peu lamentable à la fin. Parce que c'était voilà. compliqué à diffuser, parce que... J'avais pas le courage. Ouais. La Ouais. vie, quoi. Oui, compliqué à Alors, diffuser, oui. tu l'as laissé, Pas du tout apte à le faire. dans un tiroir. Néanmoins, on peut écouter ces morceaux sur SoundCloud, il me semble, aujourd'hui. Oui, Donc oui. on mettra les liens en descriptif du podcast pour les auditeurs qui auraient envie
Oui, il va falloir que je remette tout sur SoundCloud de manière plus rationnelle. On écoute cet extrait et puis on se retrouve juste après. Ouais. J'ai soupesé le problème dans tous les sens. Assoupi, près d'un remblai, je groseillais entre les tempes. Au petit matin, j'ai trébuché contre une paupière. C'est là que je me suis réveillé. Un cri venait de m'arracher à mes ténèbres. Il y avait des yeux dans les placards. Ils rallumaient entre les tringles une entrave à ma part d'ombre. Un soleil de face exemptait le mystère des inconscients. Un coup de latte pour me dégager. Bientôt j'allais comprendre. Agrippant en pleine lumière un tronc percé de feuilles, un pauvre type se débattait, remontant la proie de sa propre chair jusqu'au faîte où il s'assit. Sur sa viande depuis, il prolifère. Une main glabre agite des doigts, va savoir ce qu'il a fait. J'ai senti une vague douleur, vu des entailles à mes poignets. Un projo braqué sur ma figure. Un projo dans ma figure illuminait des petits cris. Une dalle dans mes entrailles et des mecs sandwich bretelles me baffaient à tour de bras. Il me battait depuis des heures, tandis que l'aube mouillée faisait retomber sur mon visage un crachin que ces mauvais n'essuyaient pas. J'aurais voulu jeter l'éponge au fond de la mer, sans revenir dans mon sillage. Les gens veulent à tout prix savoir. Ils vous dévorent avec lenteur comme l'escargot sur la laitue, puis ils vous digèrent, ne vous parlent plus. Ce morceau qu'on m'a fait recracher, je l'ai vu dériver à fond de silence. Un jour, il tombera au sol. Je pourrais me redresser, parler enfin d'autre chose. Entre les gouttes, un bout de crâne et puis l'épaule reconstituent l'idée vitale. Un cri s'élève, c'est un vieillard. Il lève la patte comme un vieux chien. Je vais en rire, on m'interrompt. Il pleuvait, du lait ou bien du rouge, et leurs gifles obliques réinventaient mon corps. Du grenier jusqu'à la cave, je recollais toutes mes entailles. La nuit rompue, une sourdine bat la palpite à mes branchies. Je me retrouve nu sur la grève. À l'océan qui me berçait, je livre enfin le dernier mot. Un coup de gaule dans mon figuier. Je me détache et m'indiffère. Voilà ce premier extrait, ce morceau qui s'appelle Jeter l'éponge de l'album donc Carnoche & Co. Comme je le disais tout à l'heure, ce texte, il fait partie des textes qui ont été remaniés, qui peut-être ont eu plusieurs vies, et celui-ci se retrouve dans La Palpite, dans ton poème narratif. On reviendra tout à l'heure sur La Palpite. Je voudrais finir de faire le petit tour un peu de ta biographie d'auteur avant. Et revenir un peu sur tes romans. Après le Fort intérieur, ton premier roman, tu as écrit Dos au mur et L'œil de l'hydre. C'est à peu près à cette époque d'ailleurs que j'ai découvert tes écrits, grâce à MySpace, ce qui nous permet au passage de saluer tous les dinosaures du web. Bonjour. Ouais, c'était bien. MySpace, oui, pour ceux qui n'ont pas connu, c'est l'ancêtre de Facebook, YouTube. C'est un peu un mélange parce qu'on pouvait diffuser des photos, des vidéos, des textes, de la musique. C'était une grande révolution à l'époque. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et
j'ai été moi très marquée par la lecture du roman Dos au mur. C'est un roman quelque part, c'est un roman qui écrit la folie. J'insiste là-dessus parce que il ne la décrit pas, la folie, il l'écrit. Et sans rentrer dans les détails de l'intrigue, j'ai vraiment gardé à l'esprit cette sensation que les mots étaient le fil par lequel la folie s'élaborait dans l'esprit du narrateur et prenait finalement le dessus sur lui. Et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure au fait d'échapper au fond par la forme. C'est d'autant plus marquant dans ce roman que le narrateur, il existe bel et bien dans la narration, dans le sens où le personnage principal, il narre sa propre histoire, il l'écrit lui-même. Donc il y a une espèce de mise en abîme comme ça. C'est un roman qui a été très peu diffusé, tu m'as dit, hein. Et pourtant, je trouve qu'il est très symptomatique de ton écriture. Est-ce que je me trompe si je dis que ce sont les mots qui mènent la danse, quitte à perdre celui qui écrit et celui qui lit avec lui peut-être parfois? Je sais pas, parce que c'est le livre qui m'a été le plus facile à écrire. C'est une ivresse un peu et puis je crois qu'il est drôle par moments. Oui, il est drôle aussi. Enfin, c'est de l'humour noir. Hein, c'est un peu trash, je me souviens. Enfin, c'est oui, avec la voisine, le voisin plutôt, le chat, tout ça, ouais, et le désastre après. Après, c'est le désastre. C'est le désastre intérieur, extérieur. Enfin, lui, il est persuadé que c'est la fin du monde. Et puis là encore, il a un double qui fait les mauvaises choses à sa place. C'est ça. Il y a une forme de schizophrénie. Et puis le désastre, il est en lui finalement. Ouais, le désastre de son cerveau, quoi, que j'ai continué d'écrire dans le cerveau de la famille d'ailleurs. Mais parce que c'est le roman que j'écrivais au jour le jour, un chapitre que je décomposais comme un petit roman, puis j'y allais, puis j'étais joyeux, et puis c'est paradoxal parce que c'était juste après la mort de mon père, mais ça avait libéré un truc, dos au mur. Le père est mort, dos au mur. On peut plus rien faire d'autre que d'y aller, quoi, puisque il y a plus rien devant soi. Dans ce rapport justement au lien de famille, t'évoquais un autre roman à l'instant? Ouais, le cerveau de la famille. Le cerveau de la famille, oui. C'est une thématique importante aussi. Ouais, là c'était un peu différent. C'est un livre presque d'horreur en fait. Ouais. D'accord. Le papa il meurt et il revient en cadavre mort-vivant. Ouais, les morts vivants, on va en reparler parce que c'est une thématique aussi qui est assez prégnante en fait dans ce que t'écris. Moi, ce que j'aimerais surtout, c'est revenir sur la question de l'identité et même du trouble de l'identité qui irrigue la plupart de tes écrits depuis le début en fait. Hein. C'est le cas aussi dans L'œil de l'hydre? Un peu moins, je crois. L'œil de l'hydre, c'est plus un vrai roman, peut-être. Ça et Le fort intérieur, c'est des vrais romans, disons. Et c'est une commande d'Henri Delemm, donc c'est un peu différent. Le vrai cœur, le personnage de vrai cœur, c'est une personne qui est censée déplacer les objets par la force de son esprit. En fait, je l'ai pas fait beaucoup dans le bouquin, faut bien avouer, mais et ça devait être ouvrir la porte à une série du vrai cœur. Mais il y en a eu qu'un. Et le fait sympathique, si je me trompe pas, c'est qu'il y avait la couverture de Mano Solo. Tout à fait. Oui, la couverture, je me rappelle très bien. Elle a un graphisme hyper percutant, quoi. Avec du rouge. Il l'a donné. C'est un beau cadeau de Mano Solo, c'est un très beau cadeau. C'était un type très bien, Mano Solo. Hein. Je l'ai un tout petit peu connu, mais enfin, ouais. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire sans se tromper, c'est que il est souvent question de se raconter, et même quand il s'agit de raconter la vie d'un autre. On a évoqué rapidement la biographie de Paul Persson. Il y a une biographie, donc qui était une collaboration aussi, hein, mais il y a une biographie sur les... Avec Christian Dupont, donc, hein, c'est vraiment, faut dire Christian Dupont. Oui, avec Christian Dupont, pardon, ça m'avait échappé. Même pas Christian Dupont. Soyons honnêtes. Hein. Ouais. Et par contre, il y en a une autre qui est vraiment de toi, c'est la biographie de Lovecraft.
Oui, bah oui. Pourquoi est-ce que tu as ressenti le besoin spécifique de prêter ta plume à cet artiste, à l'existence de cet artiste? Comment ça s'est passé pour Lovecraft? Alors, Lovecraft, je l'ai lu toujours chez Christian Dupont, mais il n'était pas là, donc la porte était fermée dans une prairie, disons, à la campagne, et j'ai lu Lovecraft, et bon, et voilà quoi, il m'a fait peur, et je l'ai ressenti pas mal, et après, c'était sur le site toujours de Mano Solo qui avait vraiment ouvert un journal du net qui était très très intéressant, où il essayait de donner la parole aux gens, les faire créer tout ça. Et moi, comme un fou furieux, je postais des textes où j'avais le blues de Lovecraft. Donc je me mettais dans la peau de cet homme angoissé, mais en même temps un peu diaphane, qui existait à peine pour moi d'une certaine manière. Et je délirais autour de lui. Et puis peu à peu, des gens me répondaient. Et puis j'ai structuré ça après. Et puis Lovecraft était un facho, comme on dirait, un antisémite, etc. Donc pour moi, c'était le frère inverse qui aurait voulu ma mort. Toujours cette question etc. de double, enfin d'identité, de double identité, de double inversé, c'est des choses qu'on retrouve vraiment. Hein, c'est une thématique qui. Ouais, et puis le personnage Lovecraft, quand même, j'ai lu là, je me suis vraiment documenté, j'ai lu beaucoup de choses sur lui, et je me suis senti très proche dans son incapacité à vivre d'une certaine manière, voilà. Mais c'est un livre assez exact, hein. Enfin, je dis pas des choses révolutionnaires sur Lovecraft. D'ailleurs, j'ai essayé de contacter son nouveau traducteur, je crois que ça lui a pas plu, mais bon, mais je me rappelle plus de son prénom. Donc c'était quand même avec des choses vraies, quoi. Bon, je crois que nos auditeurs l'auront compris, t'es un auteur assez prolifique et ça va m'obliger à prendre certains raccourcis pour parvenir à tes 2 dernières publications. J'aimerais qu'on ait le temps d'en parler. Ceci dit, derrière la multiplicité des genres et des formes, il y a indéniablement une patte Rémi Carnauche, il y a une vraie cohérence dans ta démarche littéraire. Et je pense qu'on dira l'essentiel en abordant maintenant Derrière la vitre, rien ne passe, qui est publié chez PHB Éditions, hein, ton recueil de nouvelles, et puis le poème narratif La Palpite, publié par La Fabrique de la Nuit. Qui est HEO aussi, HEO La Fabrique de la Nuit, ouais. Rémi, est-ce que tu peux resituer rapidement pour nos auditeurs le contexte de ces 2 publications, peut-être commencer par le recueil de nouvelles. On a évoqué tout à l'heure le fait que ta première publication c'était déjà une nouvelle. Est-ce que tu écris souvent dans ce format-là? Et est-ce que finalement c'est l'accumulation de nouvelles que tu as écrites au fil du temps qui ont donné lieu à ce recueil, ou bien c'était vraiment un projet spécifique? Non, c'est l'accumulation, puis il me reste plein. À un moment, j'en écrivais plein, ouais. Maintenant, c'est plus difficile. Tout est devenu plus difficile, en fait, mais ouais, c'est accumulation et choix de l'éditeur Philippe Barrault, un copain qui a choisi les plus stables, les plus raisonnables de mes nouvelles, je crois. D'accord, donc c'est ton éditeur qui a composé le recueil, j'imagine, avec quand même ton regard dessus. Oui, j'ai donné mon avis, oui, quand même. Par exemple, il y a Osana, et Oui. c'est la plus vieille, quoi, de mes nouvelles. D'accord, c'est la première nouvelle, hein, c'est celle qui ouvre Et là aussi, le tu approuves recueil. la vertu du bluff, parce que c'est un livre qui me rappelle que je m'étais prétendu, enfin pas vraiment, mais que spécialiste de Schoenberg, que je ne connais, dont je ne connais rien et qui m'ennuie comme la pluie, etc. Et parce que j'étais amoureux en quelque sorte d'une femme qui était une soliste spécialiste de Schoenberg. Donc je lui donnais mon avis éclairé sur ses concerts. Et elle faisait semblant de m'écouter. Et donc c'est un peu chez Osana, c'est un peu ça, quoi. Ça parle d'un pianiste. Oui, pour résumer, c'est un musicien qui est un excellent technicien et puis qui tombe finalement sous la coupe d'un grand compositeur dont
il va interpréter ses morceaux et puis il va se perdre, il va carrément dissoudre son identité dans cette fascination qu'il a pour ce compositeur, hein, c'est ça, hein. Oui, qui est un vampire, quoi, en fait, qui absorbe le pianiste. Ouais. Les vampires, on va en reparler aussi. Et juste pour poser le cadre, donc La Palpite, je l'ai dit, c'est un poème narratif, donc c'est construit comme un recueil de poèmes, sauf qu'il y a un vrai fil narratif comme dans un roman entre chaque poème, hein. Et pourquoi est-ce que tu as choisi cette forme? Parce que c'est peu courant, on n'en croise pas tous les jours des poèmes narratifs. Je sais pas. Je voulais que ça cavale, quoi. J'ai essayé de faire un truc qui n'arrête pas, quoi. Et puis j'avais un tel matériau que j'ai remanié dans tous les sens, que j'ai pas arrêté de remanier, en fait. Il y a 5 livres derrière La Palpite au moins. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, il y a vraiment les textes, c'est un matériau que tu retravailles et la forme évolue au fur et à mesure et c'est vraiment une marque de ton travail, c'est ta façon de... C'est ce qui m'intéresse le plus, ouais. C'est comme un sculpteur, quoi. C'est ça qui m'intéresse, en fait. Ouais. C'est trouver un chemin dans la langue, quoi. Alors, c'est 2 œuvres qui sont très différentes, c'est 2 formes littéraires différentes, 2 éditeurs différents. Mais moi, personnellement, j'ai quand même trouvé des points communs entre les deux, ne serait-ce que dans les thématiques. Et je pense que ça peut être assez intéressant de naviguer de l'un à l'autre. Pour commencer, je propose aux auditeurs, comme toujours, de se mettre dans l'ambiance avec la lecture d'un extrait de ce recueil de nouvelles. La nouvelle s'appelle « Derrière la vitre ». Elle a donc donné en partie son titre au titre du recueil qui s'appelle « Derrière la vitre, rien ne passe ». C'est certainement pas anodin, cette image de derrière la vitre, elle est très forte. Vous le comprendrez après la lecture. Alors, pour situer rapidement le contexte, dans cette nouvelle, le narrateur, c'est un guerrier de l'Antiquité grecque, si j'ai bien suivi, qui a été momifié par un glissement de terrain alors qu'il combattait ceux qu'il appelle les hommes blancs. Voilà. Et il était animé par une telle soif de vengeance qui s'est en quelque sorte accroché à l'existence en dépit de sa mort physique, puisque ça fait des siècles qu'il est mort, mais il est toujours là, en fait, dans cette espèce d'entre-deux. Hein. Allez, je lis cet extrait. Le gardien des tertres m'attendait à l'intérieur de la grotte du feu qui sèche. Nous allions reconstituer nos forces avant de repartir au combat. Mais la coulée de boue et d'argile, en obturant le sanctuaire, a scellé notre destin sans que nous ayons pu tenter le moindre mouvement. Le gardien des tertres avait conquis sur les forces du dedans un pouvoir qui le menait au terme du ralentissement, de telle sorte qu'à sa suite, j'allais découvrir l'amplitude de mon être comme un oiseau essaimant des ombres sous son aile régulière. Le corps n'est qu'un lieu de passage. Les visiteurs devraient se défaire de l'inquiétude où l'homme abandonne trop de force. Dans le défilé de l'éternité, le vagabond crie l'envie de survivre. Il est pareil à la flèche déclinant sous le regard du guerrier désappointé. J'ai écouté le gardien des tertres. Il m'a souri une dernière fois avant de rejoindre le pays sans nom. J'ai retenu la leçon de la vie puis je l'ai contenue. J'ai survécu comme le font les ours durant tout un hiver. Mon hiver a duré 100 ans, 1000 ans peut-être. Je n'ai plus rien vu du dehors, pas même ma main dans les ténèbres où mon esprit se préservait. J'ai entendu un vacarme. Les hommes des hauts plateaux devaient être accourus des 4 coins du pays venger mes frères. Guidés par mon appel, ils m'avaient retrouvé. Mes amis, mes compagnons, ai-je crié, je ne suis pas encore mort, aussi ne tardez plus. J'entends s'ébranler au fond de mon corps ce désir qui ne veut renoncer. Que cette faiblesse me soit pardonnée. Oh, cet éblouissement quand les premières brèches ont dévoilé le soleil. Je me suis réhabituée à la lumière. J'ai vu une main, j'ai vu un bras, j'ai vu un visage. Ce n'étaient pas mes frères, c'était... J'ai voulu me lever, j'ai voulu crier. Je ne pouvais plus bouger, ni les jambes ni les lèvres.
J'ai été soulevée avec une facilité telle que je pensais être devenu plus léger qu'un morceau d'écorce. Les hommes blancs m'avaient retrouvée, les hommes blancs m'avaient capturée. Leurs habits avaient changé, leurs manières étaient les mêmes. Ils m'ont placée dans une caisse. J'ai éprouvé les chaos d'un long voyage. J'ai entendu un ronflement continu par lequel j'étais tractée. J'ai entendu tant de paroles, tant de pas pressés dans les couloirs. J'ai longtemps dormi. Je me suis réveillée derrière une paroi transparente. Il y avait de ces êtres impudents qui me regardaient par dizaines. Ils ont défilé tout le jour, parfois accompagnés d'un chef. Celui-ci, nanti d'une coiffe à visière, parlait bruyamment en me désignant comme un quelconque objet. Ces paroles n'auraient pas fait pleuvoir le ciel dans mon pays, mais les étrangers les écoutaient bouche ouverte. Ces hommes malingres ou gras obéissaient aux criailleries de leurs enfants, et si faux était leur regard. Certains poilus de poitrine, l'œil sanguin, rigolaient en faisant 1000 grimaces plus grotesques que celles du babouin. Armés d'un couteau, d'une sarbacane, à main nue, je les aurais réduits, mais comme je ne pouvais bouger, j'ai oublié l'idée de la vengeance. Je ne sais pourquoi j'étais devenu si indifférent. Je ne souffrais ni de l'ennui, ni de la faim, ni de la peur. Je vivais loin de moi. La voix de Maïta parfois m'éveillait. Je croyais l'entendre, confondue avec celle d'autres femmes que je ne connaissais pas. Je m'arrête ici. Les auditeurs qui ont envie de connaître la suite... Merci Maud. Ça t'a plu? Oui, vraiment. J'ai beaucoup aimé cette nouvelle, il y en a d'autres, mais si j'ai choisi de commencer par cet extrait, c'est justement parce que le narrateur, cette momie, elle fait partie d'un ensemble de personnages qui ne sont ni vivants ni morts. Elle est dans un état d'être qui se situe entre les deux, et cet état d'être, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent sous d'autres formes, parce que les situations sont toujours différentes, mais dans les personnages des autres nouvelles. Et je pense notamment à la narratrice de La Souche, qui au début de la nouvelle végète dans un entre-deux suite à la mort de sa mère. Elle dit, à un certain moment, j'aurais bien aimé laisser filer sans trop participer à l'action. J'aurais continué de travailler, mais je me serais mise en retrait. J'aurais pris une chambre sans vue sur ma vie. Ça m'a interpellée, cette phrase, parce que je trouve que c'est... Tu l'as évoqué tout à l'heure à demi-mot, hein, cette manière, voilà, de ne pas participer à l'action, d'être en dehors. Et ce personnage qui est derrière la vitre, bah, il est enfermé, il peut pas participer à l'action. Les situations sont très différentes parce que la narratrice dans La Souche, elle est dans le renoncement, et puis petit à petit, bah, on la voit quand même revenir à la vie, hein, au cours de la nouvelle, alors que bah, la momie, elle a jamais renoncé, mais elle est restée éternellement figée dans cet entre-deux. Ouais. Et le point commun entre les deux, bah finalement, c'est cette forme d'enfermement, cette barrière qui est matérialisée dans cette nouvelle par une vitre, en ce qui concerne la momie, et à travers laquelle il est impossible de passer physiquement, à travers laquelle les mots non plus ne peuvent pas passer. Et Emmanuel Granger l'avait dit dans une librairie, La Souche, vraiment bien. Ouais. Oui, elle est très forte aussi, cette nouvelle, et je trouve qu'elle traduit très bien cette notion d'enfermement. Et d'ailleurs, la nouvelle Derrière la vitre que je viens de lire se termine par cette phrase: je voulais crier, mes lèvres demeuraient closes. Est-ce que c'est pas finalement le moteur de ton écriture, ce besoin d'écrire ce qui ne peut être dit, ce qui ne peut pas être entendu, tout ce qui passe pas? Ouais, c'est l'espoir en tout cas de ça, ouais. Oui, et puis aussi des aveux qu'on n'a pas envie forcément de délivrer dans la vie, mais de les dire plus élégamment ou plus trashement si l'adverbe existe. Ou plus vraiment, si. peut-être plus justement aussi. Aussi s'amuser à aller dans l'excès, hein. Bon. Ok. Ouais, il y a une recherche de l'excès quand même. Et c'est oui, des fois quand même essayer de s'amuser et d'amuser ceux qui vont peut-être lire ça. Ouais. Mais oui, aller au bout de.
Comme il disait, entre les mots, entre les signes et sous le phare d'un serment maquillé, le grand chanteur, là. Ouais, voilà. Pour revenir sur cet entre-deux, entre la vie et la mort, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans La Palpite, puisque dans la dernière partie de l'ouvrage, le narrateur nous dit ceci, il nous dit « Je vous parle depuis le lieu de mon décès. Je ressusciterai, je sauterai l'ange pour la bête promis. » Ça, c'est une chanson. Ça, c'est une chanson de Chèque. Je saute D'accord. l'ange pour la bête, je saute l'ange pour la bête. Je l'adore, cette chanson. Ouais. Et donc qui se retrouve dans La Palpite. J'aime bien parce Ouais. que tu dis ça, enfin le narrateur dit ça, je ressusciterai, je sauterai l'ange pour la bête, promis, mais pas ce soir. Ce soir, je suis trop crevé. Ouais, trop crevé, ouais. Ça illustre Ouais. bien ce que tu viens de dire à l'instant, c'est qu'il y a aussi un décalage, il y a aussi une forme d'humour par rapport à tout ça. Hein. La Palpite, alors, c'est un poème narratif, c'est une forme poétique avec un fil narratif. Pour le résumer, c'est un récit de vie. Et d'ailleurs, il est inscrit dans la structure du poème lui-même, puisque le poème est divisé en 5 sections qui se regroupent, alors qui regroupent soit des strophes, soit des versets, hein, selon les sections. Et donc, on a ma vie d'avant, puis on a ma vie d'après, et ensuite on a ma vie d'après 2, ma vie d'après 3, ma vie d'après 4. Donc, à première vue, il y a une visée autobiographique et une ligne temporelle, et pourtant c'est pas tout à fait un récit linéaire. Non. En fait, la couverture, elle est bien vue parce que je sais pas ce que tu as vu dans cette couverture, mais moi pour tout dire, j'avais vu un sexe féminin. Et en fait, c'était pas du tout ça. Non, mais allégorisé. Enfin, Oui, bien sûr. Non, je comprends. Et en fait, c'était le ciel vu depuis un cercueil. Oui, alors moi, c'est ce que je percevais, c'était depuis le fond d'une grotte. Ça revient un peu au même, ouais. Hein, et puis ça me fait penser en plus à la nouvelle que je viens de lire. Mais pour moi, c'était ça, c'était le ciel vu du fond d'une grotte. Alors, j'ai pas vu le sexe féminin, mais je l'ai pas cherché. Je dis ça par rapport à la naissance. Voilà. Oui, bien sûr. Qui est au début et qui est vu que la mise au monde est vue un peu comme une mise à mort, quoi. Enfin, c'est pour ça que je trouve la couverture bien vue, quoi. C'est très vrai maintenant que tu me le dis, parce qu'en effet, ça s'ouvre donc sur l'accouchement. Enfin, le narrateur est celui qui est accouché, mais malgré tout, il y a des temporalités qui se superposent et il y a une certaine ambiguïté sur le narrateur. On se demande quand même un petit peu qui est ce je qui nous parle. Ouais. Pour que les auditeurs comprennent, j'aimerais que tu en lises un extrait. Alors, il est tiré de la première partie. J'ai senti une vague douleur, vu des entailles à mes poignets. Un projo braqué sur ma figure, un projo dans ma figure, illuminait des petits cris. Une dalle dans mes entrailles et des mecs sandwich bretelles me baffaient à tour de bras. Ils me battaient depuis des heures, tandis que l'aube mouillée faisait retomber sur mon visage un crachin que ces mauvais n'essuyaient pas. J'aurais voulu jeter l'éponge au fond de la mer sans revenir dans mon sillage. Les gens veulent à tout prix savoir, ils vous dévorent avec lenteur, comme l'escargot sur la laitue, puis vous digèrent, ne vous parlent plus. Entre les gouttes, un bout de crâne et puis l'épaule reconstitue l'idée vitale. Un cri s'élève, c'est un vieillard, il lève la patte comme un vieux chien. Je vais en rire, on m'interrompt. Il pleuvait du lait ou bien du rouge, et leur gifle oblique réinventait mon corps. Merci beaucoup, Rémi. C'est super de l'entendre avec ta voix aussi. Dans cet extrait, voilà, on comprend que le narrateur nous raconte sa naissance. Donc on se dit, ma vie d'avant, c'est la vie d'avant la vie, c'est la vie intra-utérine. Mais cette naissance, c'est un moment qui est assez violent. Et il y a notamment cette analogie avec l'interrogatoire de police. C'est qu'on n'attend pas dans ce contexte, et c'est une analogie qui revient à plusieurs reprises au fil du poème. Donc finalement c'est peut-être une influence de ce qui va se passer après, et ça instaure, en tout cas ce que je voulais dire, c'est que ça instaure une forme de recul. Il y a de la souffrance, il y a de la raillerie,
il y a de l'ironie. Et d'ailleurs, c'est un vieillard qui arrive, c'est pas un nourrisson. Et quand on avance dans la lecture, on comprend que ce narrateur, il a la sensation d'être pris dans un cycle infernal de vie et de mort. Tu nous lis un autre morceau, justement, qui illustre cet aspect cyclique, s'il te plaît. Calme et tranquille, si loin des lèvres qui me murmurent. J'ai du ballon, un coup saurien. J'ai du ballon, un coup de girafe. J'ai du ballon, un coup pour rien. Pendant toutes ces années, je me suis cru dans un jardin, la même pomme qui retombait. À la fin, la pomme était farcie de toutes mes dents. Un jour, je me suis retourné et j'ai vu la mer morte qui se détachait, les vagues mortes qui retombaient, les hommes morts qui avançaient. Je me suis levé. Cautérise, ô mon amour, je t'aime tant. Ô mon chéri. Entendant ces douces paroles, j'ai balbutié au bord des lèvres. On était tous dans l'arrière-garde, on était tous dans l'arrière-salle, et ma petite gueule avait pointé. Le flic m'a tapé sur l'épaule. Il m'a tendu le téléphone. À l'autre bout, il y a ma mère. Maman, je sais comme elle a peur. Elle m'a largué sur cette terre pour que j'interpose devant sa mort un corps d'angoisse. Et son calcul, je le trouve anachronique, quand l'échéance déchire la clause. Vos histoires avec votre mère attendriront la presse et le jury, mais revenons à notre affaire. J'aime pas vous tabasser, j'ai les phalanges fragiles, un début de tendinite, une tombola tennis me met face au champion top 10. Il jouera le jeu pour le sponsor. Je voudrais quand même sauver la face, car j'aime tellement le sport. Vous avez raison que je réponds. Ma mère a fait un bide. J'y suis pour rien, mais je regrette. Merci beaucoup, Rémi. Ce texte, il a été dit par d'autres artistes, il me semble. Patrick Dreux. Patrick Dreux. C'est un enregistrement qu'on peut écouter aussi sur SoundCloud. Je pense, il faut vérifier si je l'ai mis en ligne, celui-là, mais ouais, je pense, ouais. D'accord. Alors, je l'ai forcément en mémoire parce qu'il le dit tellement bien que je l'ai dans la tête, ouais, celui-là. Cet extrait, il montre bien la forme de confusion sur les temporalités et puis sur la définition du sujet. Il y a une balance comme ça qui est quasi permanente, qui est assez perturbante pour le lecteur. Et ce questionnement autour du jeu, c'est vraiment une constante. Cette question du jeu, elle est abordée sous tous les angles dans les nouvelles aussi. Par exemple, dans Double Jeu, où là, c'est une femme qui est prise dans une espèce de relation de séduction amoureuse avec deux frères siamois, Jean-Luc et Jean-Pierre. Oui. Il y a ce musicien, Osana, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui se perd lui-même en se mettant corps et âme au service d'un compositeur qui le fascine. Il y a le jeu qui se dédouble, il y a le jeu qui s'étiole, il y a le jeu qui se perd, il y a la vampirisation du jeu aussi, qui est hyper bien symbolisée dans la nouvelle L'Amitié. Et cette question du jeu, c'est quand même une des grandes questions de la philosophie et de la littérature. Il y a longtemps que c'est pensé, que c'est réfléchi, que c'est trituré dans tous les sens. Et il y a une nouvelle qui s'intitule Sémiologie hâtive d'une petite culotte. Ah ouais. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer rapidement, déjà pour les auditeurs qui savent pas ce que c'est, ce qu'est la sémiologie, et puis comment tu joues avec ce concept dans cette nouvelle? Oh non, la sémiologie, je peux pas spécialement l'expliquer. C'est la science du langage, je suppose, mais oui, en fait, c'est la science qui étudie la manière dont un groupe social attribue un sens à un signe. C'est-à-dire que voilà, on dit que nous. Et là, c'est l'effet comique, parce que c'est l'âge de comique, franchement. Oui. C'est un professeur émérite qui donc est très très ratiocineur, très très scientifique, très très comme ci comme ça, et malheureusement il met à sécher son linge et ça tombe sur le balcon en dessous de sa voisine. Oui, c'est ça, l'intrigue elle est basée, c'est le slip, c'est le slip du narrateur pour être précis, qui tombe sur le balcon de la voisine, et ce narrateur en fait
il part dans une espèce de tirade infernale, un monologue qui vient comme ça solliciter toutes les références possibles et imaginables en termes de parce qu'il n'ose pas aller réclamer sa culotte auprès de sa voisine. Voilà, il est trop timide. Alors il est trop timide. Alors il fait toute une thèse sémiologique autour de sa culotte. Mais malheureusement, il n'arrive pas du tout à se décider à aller la réclamer parce que cette voisine. Oui, il y va jamais. Il se perd justement dans ce monologue et puis il ira jamais quoi. Bah c'est le secret de certaines créations quand même. Il se réfugie dans le verbe. Dans le verbe. Et pour moi, cette tirade, elle culmine avec 2 phrases. C'est mon point de vue, hein, mais c'est même 2 paraphrases et ça m'a marqué quand je l'ai lu. Le moi est nu, vive les mois. Donc qui paraphrase ce qu'on disait à la cour quand le roi est mort. Et puis il y a aussi vive le roi et puis il y a aussi le roi est nu. Donc c'est un mélange de tout ça. Et j'ai trouvé que c'était très bien trouvé parce que finalement c'est l'émotion. Le moi, c'est la meilleure façon de dire le moi, c'est peut-être l'émotion. Cette référence à la sémiologie, au décalage qu'il peut y avoir entre le signifié, l'outil qu'on utilise pour dire quelque chose et puis la chose qu'on veut dire, si on la rapporte au moi, il y a toujours un décalage entre ce qu'on est et puis ce qu'on arrive à faire passer. Il y a des choses qui passent pas du moi. Oui. Et d'après toi, Rémi, pourquoi c'est si difficile d'écrire le moi? Oula, je vais répondre. Tu peux me préciser ta question? Question à 2 euros. Mais non, pas 2 euros, mais j'ai du mal à y répondre là. Mais parce que tu écris beaucoup sur l'identité, sur le trouble d'identité. Je trouve qu'on retrouve beaucoup cette notion de difficulté à dire qui est le moi et pourquoi c'est si difficile. Et puis du coup, comment tu t'y prends toi? Est-ce que c'est justement en laissant les mots aller tout seul que t'essayes de saisir ce moi? Je flotte pas mal à l'intérieur de. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Étranger à moi-même, avec Jérôme Cotte, ouais. Mais parce que le moi, peut-être le moi. Là, je vais te sortir un mot, puis voilà, comme ça, je vais m'en sortir. Je vais être un autre. Le moi est insaisissable. Et puis je crois qu'effectivement, prisonnier sur parole, on essaie de s'échapper de soi à tout prix, quoi. Donc c'est pas intéressant. Enfin, je sais pas si c'est pas intéressant. Moi. Si, j'insiste là-dessus parce que finalement, ce décalage, c'est ce que je disais tout à l'heure entre le signifié et le signifiant. Ce qu'on veut dire, les outils dont on dispose pour le faire, et puis ce qu'on est et la façon dont on le signifie, ça peut aussi créer une forme d'enfermement. Ça peut conduire à une forme de monologue intérieur complètement fou, parce que tourné sur lui-même, et finalement, ce monologue, ce délire intérieur, c'est ça, en fait, que t'essayes de saisir, non, avec ton écriture? Je te dis, j'essaie de m'échapper, surtout, hein. Tu t'essayes de t'échapper. Ok. C'est une fuite. C'est une fuite du soi. Est-ce que c'est pour ça que tes personnages incarnent toujours finalement une forme errance mentale qui verse parfois dans la folie? Ah, ça, c'est mes cauchemars. J'y rêve presque toutes les nuits à ce truc-là d'être perdu. C'est sans doute lié quand même à des trucs réels. L'errance, ça j'ai un peu connu quand même. Donc ouais, c'est ça, ouais. Et l'estime, maintenant on dit l'estime de soi, donc aussi essayer de se reconstituer, essayer de se retrouver, enfin. Ah oui, une fois qu'on s'est un peu perdu dans l'errance, c'est aussi une manière d'essayer de se reconstituer. Et qu'on a été nié, etc. Enfin, bon, maintenant l'écriture, c'est évidemment, il faut pas que ce soit une thérapie parce que c'est pas forcément intéressant. Mais ça sert quand même à ça aussi. Dans ce recueil de nouvelles, derrière la vitre, rien ne passe, tu présentes toute une galerie de personnages qui ont chacun leurs troubles, leurs errances, justement. Mais dans La Palpite, en revanche, il n'y a qu'un seul personnage, et cette forme poétique, elle tend à nous laisser croire que c'est toi qui parles. Est-ce que c'est un poème narratif autobiographique, La Palpite? Est-ce que c'est une question bête et que de toute façon, la poésie, c'est toujours autobiographique, au fond?
Oui, oui, il y a même deux, trois anecdotes au milieu sur Marseille, sur euh, la fuite là avec le type qui m'a piqué un poste de radio. Enfin, oui, 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 c'est Marseille, ouais. C'est quelque chose, hein. Donc, ouais. J'aimerais terminer avec une autre phrase qui m'a marquée. C'est dans Derrière la vitre, rien ne passe aussi, et je pense que ça résume bien ton écriture, enfin ton rapport à l'écriture plutôt. C'est celle-ci. Les mots sont sans retour à part l'écriture. Il n'y a rien à part ce qui s'écrit. Cette phrase, en fait, elle m'a marquée parce que je me suis dit que c'était vrai pour tous les auteurs et certainement encore plus pour toi. En fait, ce moi, il est tellement insaisissable, il est tellement intangible que l'écriture, c'est vraiment ce dont on dispose de concret pour essayer de l'attraper, quoi, pour essayer d'en faire le tour. Ouais, et d'arrêter le temps, c'est vrai. Donc on plante la plume et puis non, ça continue de rouler tout autour et c'est foutu quoi. Mais c'est une belle illusion le temps que ça dure quoi. Super, je pense on va conclure là-dessus. Il y a beaucoup à dire, hein. Il y aurait beaucoup à dire sur ces deux ouvrages parce qu'ils sont à la fois très courts et très denses. Moi, je les ai déjà relus 2-3 fois et à chaque fois, je les comprends différemment, je les reçois différemment. C'était donc Derrière la vitre, rien ne passe, ton recueil de nouvelles publié chez PHB Éditions. Et La Palpite, c'est chez H&O dans la collection La Fabrique de la Nuit, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça, on a ça comme ça. En tout cas, j'espère que cette interview, elle aura donné envie à vous, auditeurs de Voix de Plume, d'explorer les mots de Rémi Carnauche. Romans, nouvelles, chansons, poésie, l'univers Carnauche est vaste et vous retrouverez en description de ce podcast une série de liens qui vous mettront sur sa piste. Pour terminer cette interview, j'aimerais qu'on prenne quand même un peu de temps pour que tu partages avec nous justement ton expérience de l'édition, parce que on l'a dit, tu publies depuis de nombreuses années et on a évoqué tout à l'heure cette rencontre déterminante avec Jean-Pierre Andrevon. C'est lui qui t'a permis de rencontrer ton premier éditeur. C'était il y a longtemps, c'était dans les années 80. Est-ce que le milieu de l'édition a beaucoup changé depuis, toi qui as un regard là-dessus, peut-être Oh oui. Oh oui, c'est beaucoup plus dur. Beaucoup, beaucoup plus dur. Pour te donner un exemple, Présence du futur de Noël, je pouvais appeler, j'avais Elisabeth Gilles au téléphone. C'est, je veux dire, la grande directrice de toute cette littérature fantastique. Ah, ils étaient accessibles, c'était accessible. Oui, oui, oui. Et puis les gens répondaient. Et puis non, c'est devenu beaucoup plus dur. Je pense, hein, je crois. Comment t'as navigué toi dans tout ça au fil du temps Bon, après, toi t'as déjà tes entrées, t'as déjà ton éditeur, non Ouais. Ah oui, oui, l'éditeur, oui, bien sûr. Oui. Donc t'as pas besoin de chercher, mais comment tu perçois ce milieu de l'édition aujourd'hui C'est un sujet délicat, c'est un sujet parce que si tu montes de l'amertume, voilà, on dira donc crache dans la soupe. C'est quoi? Ok. C'est une galère quand même. Mais en tout cas, c'est devenu très très difficile. Et si tu devais donner un conseil aujourd'hui à un nouvel auteur qui a zéro relation, qui sait pas comment s'y prendre, qui galère avec ça, tu lui dirais quoi? Tu lui dirais ça dépend si c'est un petit malin ou pas, parce que il faut peut-être se faire connaître avant tout, mais sinon, je peux lui dire que des banalités, genre il faut bosser, quoi. Si on pense que le mérite de l'écriture est reconnu, ce qui est peut-être douteux, mais puis peut-être qu'il faut continuer à écrire, même si on n'est pas sûr d'être publié. Ça dépend oui, ça dépend. Si t'as envie d'un retour, si t'as envie. Je crois quand même que peu d'artistes, disons, pourraient nier qu'ils ont envie d'être reconnus. C'est une perte de temps extraordinaire de pas le reconnaître.
Oui, et puis de toute façon, toute création, elle prend sa valeur au moment où elle est partagée, au moment où elle trouve son public. Oui, un chanteur qui chante devant une salle vide, bon, il chantera, mais j'en ai vu d'ailleurs des chanteurs chanter devant des salles vides, et c'est terrible, mais voilà, quoi, non, c'est une bataille. Mais les conseils, malheureusement, je peux pas trop en donner. Hein. Ouais. En plus, ça coûte cher de chercher un éditeur. Faut photocopier, relier, poster. Oui, ça prend énormément de temps. Il faut beaucoup de patience. Ouais. Ouais. Encore Et que il y a pas mal de maisons aujourd'hui qui te permettent de soumettre ton manuscrit en PDF, mais en termes de temps, ça coûte très cher quand même. Hein. Maintenant, je crois qu'il y a une crise terrible de la lecture en ce moment, donc voilà, c'est comme ça, hein, on n'est pas rien. Tous là, on est sur nos portables, moi le premier. Enfin, donc, Ah, il y a encore quand même beaucoup de gens qui lisent. Il y a énormément de gens qui écrivent, Bah, beaucoup de gens qui lisent. Bah oui, j'étais surprise, moi, quand j'ai fait mes premiers salons. Et puis, puisque je croyais que j'étais un peu la seule autour de moi, il y a pas trop de gens qui lisent. Je me disais, bah, c'est complètement désuet, plus personne fait ça. En fait, si, quand même. Il y a beaucoup de gens qui lisent et qui s'intéressent. Mais c'est la difficulté, c'est de mettre en lien, en fait, les auteurs pas connus avec des lecteurs qui aimeraient peut-être les lire, mais qui n'y ont pas accès, quoi. C'est assez verrouillé quand même. C'est pour ça que ton émission elle est bien. J'espère que tu vas la faire connaître. Ouais, elle est bien. Hein. Ben merci, c'est gentil. Non, je pense. Merci beaucoup en tout cas Rémi d'avoir répondu à cette interview. C'était un épisode un peu particulier parce qu'on est un peu hors série dans Voix de Plume. Du coup, je vais pas faire de conclusion comme j'ai l'habitude d'en faire, même si c'est que le 3e épisode. Je propose plutôt qu'on se quitte en chanson avec la voix, c'est Christian Cantos, hein, c'est ça, avec un morceau qui s'appelle Dans le ciel, que tu peux peut-être nous présenter rapidement. Ouais. Et puis je dis vite fait qu'il y avait eu un autre disque de poésie sonore avec Jean-Noël Nupin, je m'en veux pas, je parle pas de lui. Et donc non, mais je plaisante. Mais donc oui, dans le ciel, c'est Christian Cantos, c'est un type, c'est un artiste là qui cavale lui aussi, et, enfin qui est vibrant comme tout, qui est un peintre, qui est un prophète halluciné. C'est une image et qui est, on a des fois des discussions un peu brûlantes, mais c'est avant tout un poète, un artiste que j'aime beaucoup. Voilà, donc il a mis en musique ce texte. Voilà. Et il en a mis 3 en musique, ouais. Voilà, et il y a un très beau clip aussi d'ailleurs, j'incite vraiment les auditeurs à regarder dans les liens en descriptif, il y aura le lien vers le clip qui est diffusé sur YouTube, qui est vraiment beau à regarder. C'est un peintre, Christian, c'est Cantos. D'accord. C'est pour ça qu'il y a une esthétique assez marquée quand même. Mon Rémi, je crois que c'est comme ça que ça se dit, non, je suis pas sûr. Non, ça doit pas être ça. Mais enfin, vous cherchez, vous tapez Christian Cantos et vous trouverez. Il arrête pas de peindre, il arrête pas de créer, il arrête pas il est parolier aussi. Il va dans les bars, il chante les trucs, il y va, quoi. En tout cas, oui, j'invite vraiment les auditeurs à aller fureter, à aller fouiller pour découvrir Christian Cantos et tous les autres artistes avec qui tu collabores. Et puis, bien sûr, tes textes. On n'en a pas parlé, mais je crois qu'il y a Jean-Noël Nupin aussi avec qui tu as qui a beaucoup collaboré. Ouais. Si tu veux dire un mot sur lui rapidement aussi avant qu'on se quitte. Nupin, c'est un genre de lutin terrible. On s'est perdu, on s'est retrouvé et vous il a écrit un livre que je trouve vraiment bien, livre d'hommes très cultivés, très narquois, très promeneur, très libre, voilà. Tu as le titre en mémoire ou il faudra aller le chercher peut-être? Le titre du livre. Vortex Mogador, j'espère pas dire une bêtise. Vortex Mogador, je crois, ouais. D'accord. On vérifiera, on mettra le lien. Je suis à peu près sûr, quand même. Ouais. Voilà, ouais. Et on mettra tout ça. Et puis il y a Patrick Cox qui va donc faire un spectacle à Toulouse, là, incessamment sous peu. Ouais. D'accord, qui fait partie aussi de tes collaborateurs réguliers, on va dire, des gens avec qui tu
Tu Oui, et crées, puis un copain. Ouais. tu crées régulièrement. Eh ben super, on a plein de choses à aller découvrir. Je te remercie. On commence donc à se plonger dans cet univers protéiforme avec Dans le ciel, et ce sera parfait pour finir ce 3e épisode. Merci beaucoup Rémi, encore une fois. Merci à toi. Dans le vert, dans le bleu et dans l'air, j'ai gobé tant de mouches, je m'y perds. J'ai swingé mes battements dans l'éther, je l'ai soigné mais bêtement, mon vieux cœur va craquer dans sa cage. Je ne suis plus mes frangins, les oiseaux, migrateurs, mes copains, mes potos. J'étais le chef de l'escouade, la pendule magnétique, je faisais le point, les calculs. Je suis perdu dans ma bulle, j'ai signé dans le ciel de mes plumes mon passage tout autour de la terre, survolant les montagnes et l'écume. Je connais tant de pays, l'univers. J'ai crié dans le ciel en chantant le courage qu'il fallait aux vivants pour qu'ils ne perdent pas leur cœur d'enfant. Cette envie de s'envoler, de rêver. J'étais le chef, toute la bande d'escadrille. Joyeux de rire, on volait sur les îles. Mais c'est l'âge qui renferme mon plumage. Craché dans le ciel toute ma rage. Je me crachais dans l'espace, dans l'orage. J'ai beau battre dans le ciel, ça marche plus. Je négocie les couloirs, je tombe doucement. Je m'écoule une goutte, porte le vent. J'ai signé dans le ciel de mes plumes mon passage tout autour de la terre, survolant les montagnes et l'écume. Je connais tant de pays, l'univers. J'ai crié dans le ciel en chantant le courage qu'il fallait aux vivants pour qu'ils ne perdent pas leur cœur d'enfant. Cette envie de s'envoler, de rêver. Et mes plumes volent sans moi, je connais contre une motte. Elle est dure, mes aïeux, quelle enclume. J'ouvre les yeux, ils sont où tous mes potes? Je vois fuir au-dessus dans le ciel le duvet d'un vieux nez, un nuage, un nuage, un nuage. Un nuage. Un nuage.